Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Aboubacar Sidisso. Je suis né en République de Guinée. Présentement, j'enseigne les mathématiques à l'université Loyola de Chicago. Je suis l'auteur de ce livre titré « Les mystères de la conscience et le secret de la réussite ». La question que vous allez sûrement me poser est de savoir pourquoi ce livre. Après avoir constaté l'existence de certains mots dont souffre notre monde, mots tels que le divorce entre la science et la religion, la prise en otage de la philosophie par l'idéologie, la guerre froide entre pays appelés capitalistes et socialistes, je me suis engagé à l'élaboration d'une méthode philosophique que j'appelle loi de la triade ou loi du ternaire. Cette nouvelle méthode, débarrassée de toute teinte idéologique, repose sur le formalisme logico-mathématique. Elle nous livre les profonds secrets de toute évolution positive, les mystères de la conscience, et nous montre en même temps le chemin à suivre pour sortir nos pays du sous-développement. Alors vous comprendrez aisément que ce livre a 3 buts. Son premier but est d'énoncer et de développer les structures de cette loi fondamentale que j'appelle la loi du ternaire ou loi de la triade. La loi du ternaire dit que tout être est composé de 3 parties qui sont le vouloir, le savoir et l'avoir. Cet être peut être humain, animal, végétal ou minéral. Il peut être aussi petit que l'atome et peut être aussi grand que notre univers. Son second but est de prouver l'existence et la fonctionnalité de cette loi chez tous les êtres sous les formes statiques et dynamiques. À cet effet, je fais appel à la sagesse du philosophe égyptien Hermès, du religieux Moïse, du scientifique Mendeleïev, pour montrer que ces grands hommes ont déjà réussi à énoncer et à prouver la fonctionnalité de cette loi dans différents domaines de la vie. Son troisième but est d'utiliser cette loi pour savoir comment mener une évolution positive en saisissant quelques secrets de toute vie afin de prévoir l'avenir. Ce livre, en fait, s'adresse aux individus, aux politiciens, aux peuples, aux scientifiques, aux chercheurs, aux religieux et aux philosophes qui souhaiteraient comprendre cette nouvelle explication du monde sous la forme du ternaire. Alors je commencerai par vous présenter le plan d'étude de la loi du ternaire. Nous allons définir la vie, le bonheur et la liberté pour découvrir la loi de la triade et ses différents états d'âme. Cette loi stipule que toute vie ou évolution est faite de 7 phases positives et de 3 phases négatives. Nous allons lier ces phases ou états d'âme au signe des planètes. Nous savons que les 6 planètes positives et le Soleil sont symboliquement représentés à travers les 7 jours de la semaine. Nous allons utiliser l'ordre de succession des 7 jours de la semaine pour prouver l'ordre qu'il faut suivre pour accomplir une évolution positive. Ensuite, nous utiliserons le tableau périodique des éléments chimiques pour montrer que cette loi du ternaire gouverne les 7 groupes et 7 périodes du monde minéral. Cette étude du monde minéral nous permettra de saisir les profonds secrets de la vie en général. Ensuite, nous utiliserons la vision du sage Hermès d'Égypte pour montrer que cette loi dirige les mondes infiniment petits et infiniment grands sous les formes visibles et invisibles. Enfin, nous appliquerons cette loi de la triade A, petit a, à l'évolution de l'humanité pour montrer les 10 phases ou 10 signes de son évolution, petit b, à l'évolution d'une nation pour montrer la voie à suivre pour sortir nos pays de la corruption, de la dictature, du chaos et du sous-développement,
Petit c. À l'évolution de l'univers, pour montrer que les 7 jours de la création ne sont rien d'autre qu'une représentation symbolique des 7 étapes positives de tout développement de l'être. Petit d. Au zodiaque, pour comprendre la signification de ces signes. Petit e. Au cercle de mystère, pour saisir les messages qu'il nous apporte. Madame et Monsieur, préparez-vous pour ce voyage qui vous fera découvrir les nouveaux horizons et les profonds secrets de toute vie et de toute évolution. Maintenant, nous allons parler de l'évolution d'une nation. Dans ce cas précis, nous appliquerons cette loi de la triade à l'évolution de la Guinée pour montrer la voie à suivre pour la sortir de la dictature, de la corruption, du chaos, pour enfin entamer le chemin d'un développement réel et durable. La loi du ternaire nous dit que pour qu'une nation se développe, elle doit d'abord sortir du négatif et ensuite passer graduellement par les 7 phases positives. C'est ce que nous appelons dans la loi de la triade les escaliers de l'évolution. Voici les escaliers de l'évolution en allant du bas vers le haut. Au bas de l'échelle, nous avons le bloc du négatif. Ensuite, nous avons l'état de volonté positive, l'état d'activité positive, l'état du savoir positif, l'état du pouvoir positif, l'état de l'avoir positif, l'état de la conscience positive et l'état du bonheur et de la liberté. Une nation est dans le négatif lorsque sa population est obligée de faire ce qu'elle ne veut pas. Dans ce cas, elle réagit de 3 manières différentes. La première, elle accepte entièrement son sort et se soumet à une dictature. L'état d'âme qui correspond à cette manière de se comporter s'appelle la dictature. La deuxième, alors étant toujours sous la dictature, cette population invente des actions qui lui procurent un faux bonheur. Elle se comporte de cette manière pour oublier les vrais problèmes. L'état d'âme qui correspond à cette manière de se comporter s'appelle la corruption, la dépravation ou le faux bonheur. La troisième, cette population décide de rompre complètement et définitivement avec la dictature sous toutes ses formes par l'usage de la force. L'état d'âme qui correspond à ce comportement s'appelle le choc, la révolte, la révolution et parfois la dégradation. Alors maintenant, passons à une brève description des 3 états du négatif et du premier état de l'évolution positive, ce qu'on a appelé société de volonté positive. Maintenant, nous allons parler du bloc du négatif. Nous allons passer à une étude détaillée de ce bloc pour saisir tous les cas de transition qui y sont possibles. Il y a lieu de remarquer que plus de la moitié des pays du monde se retrouvent dans le négatif. Cette étude nous permettra de montrer le chemin à suivre pour sortir du négatif. Elle nous fera connaître aussi l'histoire de certains pays qui ont passé des décennies dans ce négatif sans pour autant en ressortir. Nous commencerons par présenter la structure du négatif et sa dynamique en général. Ensuite, nous allons appliquer cette structure et sa dynamique à la société. Ce bloc se compose des 3 sociétés du négatif et de la première société du positif. Nous avons la société de dictature des dirigeants ou celle de la neutralité du peuple qui occupe le bas de l'échelle. Ensuite, nous avons la société de dépravation ou celle du faux bonheur qui est à votre droite. Nous avons la société de choc, de révolte et de révolution qui est à la gauche. Et enfin, au top, en haut, nous avons la société de volonté positive. Maintenant, passons à une étude détaillée
de ces 4 systèmes. Premièrement, la société de neutralité du peuple ou la société de dictature des dirigeants. Cette société est caractérisée d'un côté par l'existence d'un peuple complètement soumis et de l'autre par l'existence d'un petit groupe, entre parenthèses, clan, parti, famille, alors tout puissant, tout permis, qui exploite le peuple. Entre ces deux, il existe un groupe de techniciens formant une machine répressive très performante, très puissante, qui travaille pour la classe dirigeante. La production est tournée vers la satisfaction du pouvoir répressif et des dictateurs. Personne n'échappe au contrôle et personne n'est à l'abri de la machine répressive. Le peuple exécute le vœu des gens du pouvoir au nom d'une idée ou d'une mission. Entre le pouvoir et le peuple, il existe des rapports d'exploitation. La presse est muette et sa liberté n'existe pas. Les dirigeants choisissent l'information suivant leurs intérêts. L'éducation est basée sur l'idéologie pour satisfaire les intérêts de la classe dirigeante. Alors, c'est ainsi que s'instaure un groupe de privilégiés qui se transmettent le pouvoir de père en fils. L'argent ne tourne qu'entre les dirigeants et il est orienté vers l'extérieur. Dans cette société, il y a 3 groupes d'intérêts. Les intérêts des dirigeants réels, c'est-à-dire les dictateurs ou exploiteurs, les intérêts de la machine répressive, c'est-à-dire la police, la milice, l'armée, la sécurité d'État, la gendarmerie, et ceux du peuple. Ce type de société existe un peu partout dans le monde. C'est une société close qui travaille pour les dirigeants qui résident à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Sa désintégration découle des dissensions entre les membres de la classe au pouvoir. Donc, la force de cette société réside dans la cohésion et l'harmonie des dirigeants. Les dirigeants peuvent être sur place ou à l'extérieur de la société. Ils peuvent être ou pas de la même race et de la même religion que le peuple. Mais le peuple vit toujours avec la machine répressive. Cette machine répressive, à son tour, peut être composée d'étrangers ou d'autochtones. C'est pour ces raisons que nous allons classer ces sociétés de dictature en 4 types. Premier type. Les meneurs de la dictature sont des étrangers résidant ailleurs. Ils viennent pour installer par la force une machine répressive tenue par les leurs. Ils exploitent durement le peuple avec une technologie très rudimentaire. C'est le système de pure colonisation. Deuxième type. Les meneurs de la dictature sont des envahisseurs étrangers. Ils instaurent la machine répressive et s'y installent définitivement. Ils occupent les terres et y élisent domicile. Ils construisent des routes, des logements et des usines. Ils utilisent de la technologie avancée. Ils instaurent une ségrégation basée sur des différences de race, de couleur, de religion. C'est la colonisation de peuplement. Troisième type. Les meneurs de la dictature sont des gens qui résident à l'étranger. Ils installent leur machine répressive composée d'autochtones. Ils installent une monarchie ou un système présidentiel taillé sur mesure. C'est la néocolonisation. Quatrième type. Les meneurs de la dictature peuvent être des nationaux travaillant pour leurs intérêts. Ils instaurent la machine répressive et une ségrégation plus ou moins camouflée, basée sur des appartenances ethniques, politiques, religieuses, régionales ou familiales.
c'est la dictature locale. Dans cette société, il n'y a pas de chômage, puisque tout le monde est obligé de travailler pour le groupe. Cette société est marquée par une forte structure de mobilisation. Société de dépravation et de faux bonheur. C'est une société où le bonheur se réduit au plaisir à court terme. Elle peut naître à la fin de la dictature lorsque des personnes corruptibles arrivent au pouvoir. Ces nouveaux dirigeants commencent par libérer le peuple de toute forme de contrôle, de normes et de travaux forcés. Le peuple cesse en même temps de recevoir des aides et des subventions de la part de ceux d'en haut. Le peuple commence à voyager, à avoir accès à de nouveaux loisirs et aux informations du monde extérieur. C'est l'apparition de la grande société d'échange, de consommation et de commerce. Le peuple cesse de s'occuper de l'agriculture et de l'industrie. La production locale est en baisse. Après le démantèlement de la dictature, certains anciens dirigeants et anciens répresseurs restent dans les rouages de l'État. Les autres sont compressés pour se reconvertir en hommes d'affaires dans le privé. Les premiers, c'est-à-dire ceux qui restent dans les rouages de l'État, changent de méthode d'action. Ils ne s'occupent plus de tous les domaines. Ils contrôlent seulement les secteurs clés. Ils deviennent mieux équipés, mieux formés, plus fins et beaucoup moins nombreux. C'est le temps de détournement des deniers publics hérités de l'ancien régime par les nouveaux dirigeants. C'est le temps de la corruption, du chômage déguisé, d'apparition de l'enrichissement illicite par les dirigeants et l'exhibition de leurs richesses. C'est le temps aussi de la dévaluation de la monnaie suite à la baisse de la production et à la sortie massive des devises. Le pouvoir d'achat des travailleurs étant de plus en plus bas, tout le monde comprend que pour bien vivre, il faut inventer des situations malhonnêtes afin de se faire de l'argent par les fausses dépenses, les faux papiers, les pots de vin, etc. C'est l'apparition de la mauvaise conscience. Les seconds, ceux qui ont perdu leur poste et leurs emplois, étant informés de tout ce qui se passe, deviennent le cerveau moteur d'une mafia naissante. Ils forment avec les anciens détenus libérés des bandes de criminels. Ils exploitent leurs anciennes relations qui sont restées dans l'administration pour s'enrichir sans contrôle. Les anciens cadres, en connivence avec les dirigeants, détournent les biens publics pour s'enrichir rapidement. C'est l'apparition des parvenus, des nouveaux riches et de l'argent mal acquis. Dans cette société, il est impossible de s'enrichir honnêtement puisque les personnes honnêtes n'ont aucune chance de réussir et les personnes riches savent toutes qu'elles se sont enrichies illicitement. Tout est instable, révocable, puisque reposant sur du faux. Les bons intellectuels incorruptibles n'ont pas de chance. La justice n'existe pas et la seule loi qui existe est celle du plus riche. L'esprit de sacrifice n'est plus récompensé à sa juste valeur. Au fil du temps, la production tendra toujours vers son plus bas niveau. Les riches deviendront plus audacieux et moins nombreux. Ils mèneront une vie de dépravation puisqu'ils ont accès à des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Ils sont en fait avec leurs complices malhonnêtes des rouages de l'État. Les intellectuels honnêtes mènent une vie de désolation et se livrent à la dépravation pour oublier leurs soucis. Le peuple, à son tour, avec l'apparition du chômage, du temps libre, se livre à son tour à la dépravation. Cette société est caractérisée par l'existence d'une dépravation généralisée à tous les niveaux. Alcool, drogue, corruption, injustice, vol, chômage, insécurité. C'est une société très vicieuse à laquelle il est très facile d'accéder, de se perpétuer, mais qui n'est destructible que grâce au patriotisme des citoyens et à la démocratisation du pouvoir par le peuple ou par le biais d'une révolution. Ayant peur de se retrouver devant un tribunal après des élections perdues, ils s'agripperont à tout prix au pouvoir en cherchant toujours plus d'intérêts personnels. Ils chercheront à fermer la presse de l'opposition. Ils renforceront leur sécurité personnelle et feront fuir les capitaux vers l'étranger.
Cette société peut devenir une société de dictature si les dirigeants réussissent à éliminer systématiquement l'opposition. Elle peut se transformer en société de volonté positive si on organise des élections libres et démocratiques, ce qui est du reste impossible. Avec le temps, cette société passera à la phase de choc, de révolte et de révolution. Alors, ici nous allons décrire le troisième type de société du négatif, qui est celui de la société de révolte et de révolution. Dans cette société, il y a une petite couche qui profite de tous les pouvoirs et une grande majorité de pauvres, de misérables, qui ont perdu l'espoir à l'avenir. Dans cette société de révolte, il n'y a presque deux groupes qui agissent. Ce sont d'un côté les dirigeants avec une machine répressive moins puissante et impopulaire. Et de l'autre côté, nous avons un peuple résolu à en finir avec cette situation de soumission et de dépravation. La cause de l'avènement de toute révolution réside dans la chute du niveau de vie des citoyens et la disparition de l'espoir en l'avenir. L'une des causes de l'accélération de l'avènement d'une révolution réside dans la contradiction de plus en plus flagrante entre les ressources disponibles pour le bonheur de la société et leur utilisation en vue de perpétuer la servitude du peuple. Ici, le peuple se retrouve devant une crise dont le dénouement normal et durable n'est possible qu'en rompant radicalement et définitivement avec les structures existantes. C'est alors que ce peuple décidera de faire partir les dirigeants et toutes leurs structures par la force. Nous assisterons à une révolte populaire, suivie d'une désobéissance généralisée. C'est le temps des grèves, du sabotage, de l'insoumission, parfois des casses, des vols, des incendies, des tueries, des arrestations, jusqu'au départ des dirigeants. C'est alors que le pouvoir quitte les dirigeants pour être dans les mains du peuple. Au début, cette équipe dirigeante va tenter de réprimer le peuple. Mais après d'intenses combats, elle cédera et disparaîtra des rouages du pouvoir. C'est la fin de la révolte et l'avènement de la révolution. C'est seulement en ce moment que le peuple verra renaître son espoir en l'avenir. Maintenant, si cette désobéissance généralisée ne réussit pas, elle devient tout juste une révolte. Et dans ce cas, le pouvoir reste en place et réprime les insurgés. La révolution permet de démolir le pouvoir existant avec toutes ses structures. Elle peut se produire à la phase d'une ère de dictature. Mais dans ce cas, l'apport de la communauté internationale est nécessaire pour former et supporter les combattants. Elle peut aussi se produire à la fin d'une ère de dépravation pour permettre le passage positif à la phase de volonté positive si elle est conduite par des patriotes démocrates. Ces patriotes, une fois au pouvoir, instaureront la démocratie et la révolution sera appelée révolution démocratique. Il se peut aussi que cette révolution soit usurpée par de nouveaux dictateurs ou par d'autres corrompus. C'est pourquoi le peuple doit être très vigilant pour toujours pouvoir contrôler ceux qui le dirigent. La révolution est nécessaire dans une société non démocratique ou pseudo-démocratique. C'est la raison pour laquelle elle est fréquente dans les sociétés de dépravation. Maintenant, nous allons passer au bloc du positif. Les trois types de sociétés
que nous avons vu au départ représentait le bloc du négatif. Maintenant, nous allons passer à l'étude de la première phase du bloc du positif, qui est celle de la société de volonté positive. C'est une société où le vœu des dirigeants est en harmonie avec celui du peuple et où il y a un manque de moyens matériels, financiers, techniques et intellectuels pour exécuter ce vœu. C'est une société de volonté populaire ou de volonté nationale. Ce type de société peut se former après la phase de dictature ou de dépravation lorsque de nouveaux dirigeants, par la voie de la démocratie, arrivent au pouvoir. Elle peut se former également après une révolte suivie d'une révolution démocratique. Cela permet, dans ce cas, la destruction complète de l'ancien régime et son remplacement par un nouveau où les dirigeants sont élus démocratiquement. Les dirigeants arrivent au pouvoir après l'organisation d'élections libres et transparentes. La justice commence à devenir fonctionnelle et plus libre. Un parlement élu démocratiquement se met en place. Ce parlement, pour être fonctionnel, doit être doté d'un pouvoir législatif suffisant pour être écouté et suivi par l'exécutif. Ici, l'exécutif doit se battre pour exécuter le programme du peuple. Les dirigeants veulent bien réaliser le vœu du peuple librement exprimé, mais ils sont limités par le manque de connaissances, d'informations, de ressources et de matériel. Il existe la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Tous doivent travailler ensemble en harmonie avec les nouvelles lois démocratiques. Les problèmes qui surgissent sont réglés obligatoirement par la loi et non par la force des armes. Il existe une liberté de presse et l'information circule du pouvoir au peuple et inversement. La gestion des biens disponibles est claire et saine. Elle peut être mauvaise par les techniques et faible par les rendements, mais il n'y a presque pas de vol, de corruption et de détournement de deniers publics. Il existe une concurrence loyale entre les partis politiques et entre les entreprises. Le pouvoir défend le citoyen tout en cherchant à le rendre chaque jour plus libre et le citoyen, à son tour, travaille honnêtement pour rendre la société plus forte. Le niveau de la conscience civique et politique va en s'élevant. Chaque citoyen cherche à mieux faire pour un lendemain meilleur. L'État devient non seulement un protecteur, mais quelque part un régulateur. Le taux de chômage et l'insécurité baissent, tandis que l'espoir en chaque citoyen renaît en chaque citoyen. L'accès du peuple à l'éducation, aux soins de santé primaires, à l'eau, à l'électricité augmente considérablement. Les handicaps de ce pouvoir sont d'ordre technique et matériel. Entre parenthèses, manque de cadre technique et de moyens matériels et financiers. C'est d'ici que viendront sa dépendance et son instabilité. Ici, il est souvent nécessaire d'organiser des élections libres, transparentes et démocratiques avec des mandats précis pour rendre cette démocratie naissante plus dynamique. Cela permettra, à la fin de chaque mandat, de placer les meilleurs dirigeants aux meilleurs postes pour que la société continue à se développer. Certains dirigeants, étant dépassés par les événements,
chercheront à s'accrocher au pouvoir pour en faire une chose privée. Ils seront prêts à modifier les lois en convainquant les autres de leur capacité alors qu'ils sont épuisés. Ils tenteront de créer des situations difficiles pour apporter les solutions qui leur seront profitables. Ils joueront sur des affinités familiales, régionales, ethniques ou religieuses. Ils tenteront par ce jeu d'interdire la concurrence sur le plan politique en trichant ou annulant des élections. À ce stade précis, c'est au peuple d'être vigilant pour ne pas être dupé par ses dirigeants. Cette situation est très répandue dans les pays nouvellement démocratiques. C'est au peuple de se battre pour le maintien de la vraie démocratie. C'est ainsi que cette société peut parfois tomber dans la dictature ou dans la dépravation ou dans une situation de chaos. Si la société continue à être bien dirigée sur le plan démocratique et économique, le patriotisme renaîtra en chaque citoyen. Rien qu'avec cette stabilité politique et la saine économie, cette société connaîtra une expansion économique suivie d'un changement positif de mentalité. Au bout d'un certain temps, avec l'arrivée de patriotes au pouvoir, le processus d'enrichissement populaire renaîtra et cette société passera positivement à la phase d'activité sociale positive. Maintenant, nous allons parler du parcours de la République de Guinée et la dynamique du groupe du négatif. Utilisons les trois systèmes du négatif et le premier système du positif pour décrire l'histoire socio-politique de la Guinée, de la colonisation jusqu'à nos jours. Rappelons que nous avons sur ce tableau les 4 types de dictatures qui sont la pure colonisation, la colonisation de peuplement, la néocolonisation et la dictature locale. Alors, à ce tableau, ajoutons les sociétés du faux bonheur, de révolte et de volonté positive pour saisir cette dynamique. Maintenant, décrivons le parcours de la Guinée pendant ces dernières décennies de son existence. De 1898 à l'indépendance, la Guinée a vécu dans la phase de pure colonisation. De 1958 à 1963, la Guinée est entrée et est restée dans la phase de volonté positive. De 1964 à 1984, elle a vécu dans la dictature, ce qu'on appelle la dictature locale. De 1985 à 2008, elle a vécu dans la seconde phase du négatif, qui est celle de la corruption. Alors, depuis 2009, elle est en train de sortir de la corruption avec les tendances suivantes. La première est son passage par voie démocratique à la phase de volonté positive. La seconde est celle de son maintien à la corruption ou son retour à la dictature. La troisième est celle de son passage à la révolte ou à la révolution et parfois au chaos et peut-être à la phase de volonté positive. Alors, la question que vous allez me poser sûrement est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir la Guinée du négatif. D'abord, il faut construire une société de volonté positive qui est la première phase de tout développement d'un pays. Pour cela, il faut équilibrer les pouvoirs dans la Constitution, respecter la Constitution et tous les textes légaux, créer un mécanisme de contrôle des 3 branches du pouvoir, respecter les droits de l'individu, les libertés d'opinion, d'expression et de presse, organiser des élections libres,
démocratique, transparente et respecter le verdict des urnes. Respecter l'ordre hiérarchique dans l'administration civile et militaire. Donner les mêmes opportunités à tous les citoyens, sans distinction de sexe, d'ethnie, de religion ou de région. Rémunérer honnêtement le travailleur. Promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques. Rendre la justice indépendante et saine. Encourager les citoyens à dénoncer les injustices, les cas de détournement du bien public et les tentatives de corruption. Réprimer les cas de détournement, d'usage du faux, de trafic de drogue, de falsification d'élections, d'ethnocentrisme, de népotisme et de régionalisme. Alors, pour la réussite de ce travail, nous devons tous nous impliquer individuellement et collectivement en adoptant un nouveau comportement. Maintenant, parlons de l'implication collective. D'abord la couche intellectuelle, qu'on appelle communément les intellectuels. Ils doivent être au-dessus des clivages ethniques, religieux ou régionaux. Travailler honnêtement, prôner le mérite, le travail bien fait et exiger un salaire décent. Les organisations religieuses, elles doivent être indépendantes de l'État et des politiciens. Pour cela, elles doivent avoir leur propre source de revenus. Elles doivent éduquer leurs adeptes et dire la vérité aux gouvernants chaque fois que l'occasion se présente. Les organisations civiles, elles doivent être vigilantes, indépendantes et rester au service du peuple. Elles doivent dénoncer les déboires des dirigeants, les injustices sociales, résoudre les conflits et se battre pour l'instauration de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Les partis politiques, éduquez et informez vos militants et sympathisants. Démocratisez vos structures et assainissez votre gestion. Évitez d'être otage d'une personne, d'une ethnie, d'une région ou d'une religion. Personne en uniforme. Éduquez, informez, organisez vos agents. Apprenez à servir le peuple et la nation, et non une personne, une ethnie, un parti politique ou une région. Respectez l'ordre hiérarchique. Évitez l'instauration de l'ethnocentrisme, du favoritisme, du clientélisme et de la corruption dans vos rangs. Veillez au maintien de la paix, de la sécurité et de l'intégrité du territoire. La jeunesse, votre unique place se trouve à l'école. Travaillez durement et respectez les aînés en protégeant les faibles. Implication individuelle. Vous les citoyens, vous devez savoir que vous restez les détenteurs et les propriétaires du pouvoir. En votant pour un candidat, vous lui donnez le droit d'utiliser votre pouvoir de décision et d'action pour un mandat bien déterminé. S'il ne fait pas le travail promis, votez pour un autre la fois prochaine. Vous devez également savoir que c'est votre argent que vos dirigeants sont en train d'utiliser. Les dettes qu'ils prendront seront payées par vous ou par vos fils ou petits-fils. Si vous voyez vos dirigeants s'enrichir illicitement, dites-vous qu'ils sont en train de détourner vos biens. Votez suivant vos intérêts de classe. Votez pour un candidat visionnaire, rassembleur, meneur, intellectuel, démocrate et patriote. Sachez que vous avez le droit d'appartenir à un parti politique de votre choix personnel. La Constitution garantit aux partis politiques de supporter l'action du gouvernement ou de s'opposer à elle par les voies légales et de proposer des solutions alternatives. Donc,
Soyez vigilants, usez de vos droits et devoirs pour faire votre travail, puisque personne ne le fera à votre place. Maintenant, parlons des droits du citoyen. Premièrement, droit de regroupement. Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou culturelles. Tous les citoyens ont le droit de manifestation. Le libre exercice des cultes est garanti sous réserve du respect de la loi et de l'ordre établi. Les institutions et les communautés religieuses se créent et s'administrent librement. Chacun a le droit d'adhérer au syndicat de son choix et de défendre ses droits par l'action syndicale. Chaque travailleur a le droit de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination des conditions de travail. Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. 2. Droit de circulation. Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur le territoire de la République, d'y entrer et d'en sortir librement. Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en cas de péril grave ou imminent, pour parer à un danger commun ou pour protéger la vie des personnes. Toute autre atteinte, toute perquisition ne peuvent être ordonnées que par le juge ou par l'autorité que la loi désigne et dans les formes prescrites par celle-ci. 3. Droit de propriété. Chacun a droit à la protection de sa vie privée. Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt légalement constaté de tous et sous réserve d'une juste et préalable indemnité. Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. 4. Droit d'opinion et d'expression. Chacun est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions politiques et philosophiques. Il est libre d'exprimer, de manifester et de diffuser ses idées et opinions par la parole, l'écrit et l'image. Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles à tous. Le droit d'accès à l'information publique est garanti aux citoyens. La liberté de presse est garantie et protégée. La création d'un organe de presse ou de médias pour l'information politique, économique, sociale, culturelle, sportive, récréative ou scientifique est libre. Maintenant, parlons de vos devoirs. 1. Comportement à adopter en cas de discrimination. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Nul ne peut être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses. 2. Comportement à adopter en cas de tentative de corruption. Vous devez dénoncer et résister à toute tentative de corruption. Tout cas de corruption est illégal. Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activité et doit respecter le principe de la neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins autres que l'intérêt de tous. 3. Comportement à adopter en cas d'arrestation. Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés par les motifs et dans les formes prévues par la loi. Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser au juge
pour faire valoir leurs droits face à l'État et ses préposés. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'une procédure conforme à la loi. Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garanti. Le droit à l'assistance d'un avocat est reconnu dès l'instant de l'interpellation ou de la détention. 4. Comportement à adopter en cas de tentative de torture et d'humiliation. La personne humaine et sa dignité sont sacrées. L'État a le devoir de les respecter et de les protéger. L'être humain a droit au libre développement de sa personnalité. Il a droit à la vie et nul ne peut être l'objet de torture, de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Nul ne peut se prévaloir d'un ordre reçu ou d'une instruction pour justifier des actes de torture, de sévices ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Maintenant parlons des devoirs civiques du citoyen en général. Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution et aux lois et règlements. Chaque citoyen a le droit de participer aux élections, de promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie, d'être loyal envers la nation. Il a le devoir de respecter la personne humaine et les opinions des autres. Chaque citoyen doit contribuer dans la mesure de ses moyens à l'impôt et doit remplir ses obligations sociales pour le bien commun dans les conditions que la loi détermine. Chaque citoyen a le devoir sacré de défendre la patrie. Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de détournement, de dilapidation ou d'enrichissement illicite est réprimé par la loi. Maintenant parlons des devoirs de l'État. L'État doit promouvoir le bien-être des citoyens, protéger et défendre les droits de la personne humaine et les défenseurs des droits humains. Il veille au pluralisme des opinions et des sources d'information. Il assure la sécurité de chacun et veille au maintien de l'ordre public. Il assure la continuité des institutions et des services publics dans le respect de la Constitution. Il garantit l'égal accès aux emplois publics. Il assure l'enseignement de la jeunesse. Il crée les conditions et les institutions permettant à chacun de se former. L'État a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, ainsi que tous les instruments internationaux dûment ratifiés relatifs aux droits humains. L'État doit également assurer, dans les langues nationales et par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l'enseignement de ces mêmes droits. Alors enfin, qu'est-ce qu'il faut éviter? Bien sûr, pour ne pas retomber dans le négatif. Il faut éviter de fabriquer un dictateur. Il faut éviter d'instaurer la corruption. Il faut éviter d'instaurer l'ethnocentrisme, le régionalisme, le népotisme, le copinage, le favoritisme. Il faut éviter de prôner le mensonge et la médiocrité. Il faut éviter d'élire celui qui voudrait s'enrichir ou se venger, ou se vanter, ou sans programme, ou un incompétent aux affaires publiques. Alors, enfin, je tiens à remercier mes parents, mes enseignants, ma famille, mes amis
et les peuples de la République de Guinée, la Fédération de Russie, des États-Unis d'Amérique pour leur contribution à ma formation et à la publication de ce travail. Alors, et quant à vous, mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Pour tout contact, téléphonez au 773 746 64 89. 773 746 64 89. Ou envoyez un courrier à l'adresse suivante: aboso@yahoo.com. abosow@yahoo.com.